Le premier qui va nous parler, c'est quelqu'un dont le combat pour le travail n'est pas un mystère. Personne ici, ailleurs aussi. Il y a plus de 20 ans, il écrivait un ouvrage intitulé « Pour en finir avec le chômage de masse ». Et comme c'était il y a plus de 20 ans, c'était en 95, vous savez, l'année du Tous Ensemble. L'année où on pensait que justement il y avait des solutions ensemble à pouvoir apporter. Aujourd'hui, ce discours du ensemble, de l'unité, de la fin du chômage de masse, il le porte encore. Gérard Filoche, c'est à toi. Bonjour à toutes, à tous. Je la fête de l'humanité hier soir. À ici, ça me fait plaisir de vous retrouver. Le chômage de masse n'est pas dû à la mondialisation. Le chômage de masse n'est pas dû à l'Europe. Le chômage de masse en France, il est dû au gouvernement français et aux patrons français, bien chez Français. C'est eux qui sont responsables. Regardez, il y a 450 000 travailleurs détachés en France. Il y a 3 ans, j'avais dit à Michel Sapin, on ne peut pas admettre ça. Mais non, on ne peut pas admettre ça. Bah, ça a été admis. 450 000 travailleurs travaillent ici, sur notre sol, par des patrons pour Bouygues, pour les Vinci, Eiffage, pour l'essentiel, les riches majeurs du bâtiment, travaillent ici à des prix, parce que leurs cotisations sociales ne sont pas les mêmes que les nôtres, inférieurs à ceux des salariés français. Il y a un mois, Manuel Valls dit à Bruxelles, on vous menace de ne plus appliquer la directive. Et que ne l'a-t-il fait depuis 5 ans? Que n'a-t-il pas dit plutôt, on n'applique pas la directive? Parce qu'au moins, ça c'est clair, c'est de la triche, c'est de la fraude, que de faire payer des cotisations sociales au taux bulgare, et on sait qu'en plus, elles ne sont pas payées. 450 000 emplois. Deuxième chose, on a 1 milliard d'euros supplémentaires pour déclarer en France. Elles ne sont pas payées, elles ne sont pas majorées, elles ne sont pas calculées, elles ne sont pas contrôlées. C'est pour la faute à l'Europe, c'est pas la faute à la mondialisation. C'est la faute au gouvernement qui ne donne pas les moyens à l'inspection du travail, et qui ne donne pas les moyens de contrainte suffisantes sur les employeurs. Parce que vous savez, 1 milliard d'heures supplémentaires, c'est l'équivalent de 600 000 emplois. 600 000 emplois. C'est pas mal quand même, si on se donnait les moyens de faire respecter aux employeurs qui fraudent là-dessus. On parle de fraude de tout, partout, mais celle-ci est une fraude énorme. Parce que quand on a 6 125 000 chômeurs, ne pas contrôler les heures supplémentaires, les laisser filer, ne pas forcer à ce qu'elles soient payées, c'est assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Et ça, c'est pas la mondialisation. Et c'est pas l'Europe. Alors ensuite, on va prendre quoi? Alstom. Qu'est-ce qui règle le problème d'Alstom? Enfin, qu'est-ce qu'a vendu Alstom? Qu'est-ce qui a laissé faire la vente d'Alstom? Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque quand General Electric les a repris? C'est une grande victoire. C'était le communiqué de Manuel Valls le 20 juin 2014. C'est pas une grande victoire. On va perdre 500 emplois. Ils vont nous brader quelque chose qui était construit en 1872, qui avait résisté à 2 guerres mondiales, à 4 crises économiques, et qui ne résiste pas au gouvernement Valls. Ils laissent tomber Alstom, alors qu'on pouvait parfaitement le défendre. Il y a eu 1700 entreprises, grandes entreprises industrielles, qui ont été laissées tomber comme ça dans toute la période. On s'attendait à ce que la gauche puisse changer ça, elle n'a rien changé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? Si vous ne donnez pas les moyens de contrainte sur les employeurs, ah ben non, justement. Ce qui a été choisi avec la loi El Khomri, c'est de ne pas donner de moyens de contrainte. Ils vont pouvoir négocier, choisir, être plus libres. On fait confiance à l'entreprise. Mais l'entreprise, elle est là pour faire des profits et des dividendes. Allez, ils ne veulent pas l'emploi. Ils aiment mieux placer l'argent à Panama, dans les îles Caïmans, au Luxembourg, que dans l'emploi. Spéculer rapporte plus que d'embaucher. Mettre de l'argent dans les îles Caïmans, c'est mieux que d'investir. L'emploi, ils n'aiment pas ça. Tant que la rente leur donne plus de profits et de dividendes que l'emploi. L'année dernière, les dividendes en France sont recordman de l'histoire de France par rapport aux profits. Et l'argent va là, il ne va pas à l'emploi. Et on dit aux employeurs, attendez, on va vous aider encore, on vous donne 41 milliards, sans contrepartie, pas de responsabilité, crédit impôt compétitivité, 41 milliards gâchés. Alors l'autre, Gattaz, il dit, je vais vous faire 1 million d'emplois. C'était 1 million d'emplois en moins, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Parce que depuis le début du gouvernement, c'est 1 300 000 chômeurs de plus. 6 125 000, c'est un cancer qui ronge notre société. Et évidemment, pour ça, il faut s'attaquer au cœur. Il ne faut pas déréguler, il faut réguler.
Il ne faut pas laisser faire les employeurs, il faut faire confiance aux salariats. Ce sont les salariés qui produisent des richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Si vous dites nous dérégulons, si vous dites on va les laisser négocier, on va les laisser s'adapter, vous faites le contresens historique. C'est celui qu'a fait François Hollande en septembre dernier, quand il a dit « Nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises ». Ça faisait un siècle qu'on se battait pour adapter les besoins des entreprises aux droits du travail. En une seule phrase, il fait une contre-révolution théorique, politique, juridique, historique, qui casse un siècle de droit du travail. Et c'est quoi qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire bien sûr plus de chômage. Qu'est-ce que c'est que cette théorie selon laquelle la flexibilité ferait de l'emploi? La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. C'est l'ennemi de la compétitivité. C'est l'ennemi de la productivité. C'est l'ennemi de la qualité même pour travailler. Dans les entreprises qui fonctionnent, elles ont besoin de quoi? De salariés bien formés, bien traités, bien payés. Pas de flexible. J'avais utilisé cette phrase-là à la tribune du Congrès de Toulouse il y a 5 ans. Pourquoi n'a-t-elle pas été entendue? La flexibilité, c'est la désorganisation de l'emploi. Mais ça a des conséquences, c'est aussi la désorganisation du travail. Et aussi la désorganisation de la compétitivité. Nous avons besoin d'entreprises qui respectent les salariés parce que c'est dans ces cas-là qu'elles fonctionnent mieux. Et les entreprises qui ne les respectent pas, elles fonctionnent moins bien. Et quand je dis les entreprises, après il faut aller au fond du problème. Parce que les entreprises, c'est le football. Il dit quoi? Vive les entreprises. Ça ne veut rien dire, c'est comme si vous disiez vive les poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. C'est pas du tout les mêmes. Vous avez 1000 entreprises qui font 50% du produit intérieur brut. 50%. Et vous avez 1 million d'entreprises de moins de 10 qui font travailler 4 200 000 personnes. Et entre deux, vous avez 200 000 entreprises. Oui, Arnaud. Parce qu'il n'y a pas 3 500 000 PME en France. Il y a 1 200 000 entreprises. Et les autres, ce sont des auto-entrepreneurs ou des entreprises uninominales. L'INSEE fait toujours la confusion dans l'addition. Et donc, en vérité, dans le monde des entreprises, quand on veut aider ce qu'on appelle les PME, les PMI et les ETI, il faut faire attention parce que 80% d'entre elles sont sous-traitantes. Donc, elles dépendent des 1000 qui décident de tout. Et quand on les aide, l'argent est siphonné. Il ne ruisselle pas, il est siphonné. Et les grandes entreprises captent ainsi tout ce qui a été distribué. Et c'est pour ça qu'il faut s'en prendre aux 1000 entreprises. Parce que si on ne s'en prend pas aux 1000 entreprises, c'est la dérégulation. Elles font ce qu'elles veulent, elles pompent, et elles licencient, elles externalisent. Et finalement, à la fin, on a des chômeurs en plus. Et donc, quand on distribue l'argent, d'abord, il faut penser qu'on peut faire de l'emploi public. Pourquoi on ne fait pas d'emploi public? Qu'est-ce que c'est que ce préjugé qui dit qu'il ne faut pas recruter des fonctionnaires, alors qu'il en manque dans les hôpitaux, alors qu'il en manque dans les écoles, alors qu'il en manque dans la police, il en manque dans la justice, il en manque dans le renseignement, il en manque dans le transport, il en manque dans l'équipement, et l'emploi public avec les milliards qui ont été gaspillés, nous aurions pu en faire, et nous aurions fait du bien aux familles. Parce que pour sortir du chômage, il faut faire du bien aux gens. Il ne faut pas leur faire serrer la ceinture. Il ne faut pas leur dire on réduit d'abord les déficits. Le contresens de Hollande, c'est de dire on va produire d'abord les richesses et on vous les redistribuera après. Alors vous pouvez toujours attendre, hein, parce que vous n'arrêtez pas de les produire. Et la redistribution, elle ne vient jamais. Je vous propose le contraire. C'est de redistribuer les richesses d'abord, et après on produira dans des conditions différentes, mieux, moins, tous, en gagnant plus. Et c'est ça qui est le fond du problème. Ensuite, je vais vous dire, la réduction du temps de travail, il faut la chiffrer. Parce qu'on dit, attendez, il y a la numérisation. Je suis en train de vous faire peur. La numérisation va supprimer 50% d'emplois. J'ai encore entendu ça, même dire ça. À la fête de l'humanité, dans la bouche d'un militant communiste, je vais dire, abasourdi. Enfin, l'automatisation, elle a supprimé les emplois. Réfléchissez bien. En France, il y avait 9 millions de salariés dans le privé en 1936. 18 millions en 2002. Ben, dites donc, pourtant, on s'est automatisé, hein. Il y en a eu des machines et des machines et des machines. Et pourtant, on a doublé le nombre de salariés en s'automatisant. Je propose qu'on double le nombre de salariés en numérisant. Parce que la seule solution pour y parvenir, c'est pas faire deux catégories. Les salariés, comme dit Attali, l'élite sera salariée. Et les autres, ubérisés, réalisés, auto-entrepreneurisés, qui resteront des petits individus éparpillés. Non, il faut une seule catégorie de gens, mais pour ça, il faut réduire la durée du travail. Excusez-moi, n'ayez pas peur, il faut dire 32 heures. Et même peut-être 30 heures, comme on fait. Pour chiffrer ce que nous voulons.
Faut que les gens comprennent. 32 heures. Et même, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez un débat avec quelqu'un, ne reculez pas. Parce que l'avenir, ça sera qu'on passe à 28 heures, et à 24 heures, et à 20 heures. Et c'est comme ça qu'on progressera dans une société. En n'ayant pas de chômage de masse, en répartissant les progrès technologiques, en répartissant les richesses en même temps, et en faisant que tout le monde ait sa place sociale. Ne donnez pas des substituts, je les connais. Un revenu universel, ça serait tellement bien, mais dans la situation actuelle, ça sera un minima social pour ceux qui n'ont pas de boulot. Et ça fera deux catégories de citoyens. Je suis pour qu'il y ait une seule catégorie de citoyens. Comment il disait le gendre de Marx? Il disait, on travaillera tous 3 heures et on ira le soir au théâtre. Et l'avenir, c'est la réduction du temps de travail. Alors après la réduction du temps de travail, eh ben, il faut dire les choses clairement, il faut augmenter les salaires. Tu veux faire les deux? Oui, je veux faire les deux. La France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal partagées. 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 80 milliards de fraude fiscale. 58 multinationales qui nous piquent 100 milliards chaque année dans LuxLeaks au Luxembourg à cause de l'optimisation fiscale. Et avec tout ça, nous serions tous riches. Nous pourrions avoir des salaires et travailler moins. C'est ça dans une société comme la nôtre qui devrait faire envie partout et écarter tous les barbares. Parce que c'est une société qui marche bien, qui répartit le travail, qui n'a pas 6 millions de chômeurs, qui dans ses quartiers vit bien, où la jeunesse a du boulot et où on augmente le salaire, c'est ça qui est le modèle des socialistes. C'est pas le modèle de Hollande, c'est pas le modèle de Macron, c'est pas le modèle de Valls, c'est pas ce qu'on a subi depuis 5 ans. Et on veut un quinquennat qui cette fois se mettre à l'œuvre pour y arriver. Alors, augmenter les salaires, on dit 1800 €. Ah, parce que je chiffre. Oh, j'ai pris le chiffre de la CGT. Mais je vais vous dire quelque chose. Hillary Clinton, elle propose un SMIC à 15 $ de l'heure. C'est une augmentation de 44,7% du salaire. Et même là-bas, ils ont compris qu'il ne fallait pas faire du Macron. Même là-bas, ils disent qu'il faut peut-être augmenter les salaires et pas fonctionner par le crédit. Même là-bas, ils disent qu'il faut réguler la sous-traitance et qu'il faut que les filiales de McDonald's s'alignent sur la maison mère. Et ici, on nous propose le contraire. Alors, je dis augmenter les salaires, pas la participation, Arnaud. La participation dans les moins de 50, 97% des entreprises ont moins de 50. Tu vois, la participation, tu connais la formule. Même dans les ventes, ils n'arrivent pas à la mettre en place. Deuxièmement, ça ne rapporte rien, c'est même pas lié aux cotisations sociales. Et puis en plus, en même temps, troisièmement, la participation, si jamais tu arrives à la mettre en place, tu touches quelque chose 5 ans après. Je ne propose pas à un président de dire vous allez toucher quelque chose en 5 ans. Ils ont déjà subi, les gens. Donc je ne suis pas pour la participation, je suis pour les salaires qui augmentent. Et donc sur ce plan-là, il faut le dire comme ça. Bravo. Et je vais vous dire aussi, 32 heures, 1800 €, 60 ans la retraite. Alors je sais la retraite, enfin, les gens disent comment tu oses encore dire ça? Oui. Et même 55 ans pour les métiers payés. Parce que les éboueurs, ils mériteraient de garder 55 ans, et les autres aussi. Et 60 ans, quand on a maintenant, les gens sont au chômage au lieu dans les caisses de retraite. Qu'est-ce que ça fait avancer? Et l'espérance de vie recule parce que quand on travaille plus longtemps, on meurt plus tôt. Et donc en vérité, on peut dire la retraite à 60 ans. Et c'est aussi une réduction du temps de travail sur la vie, et pas seulement sur la semaine. Et les deux choses se complètent, bien entendu. Puis après, il faut s'attaquer à la répartition des richesses. Après, ce salaire supérieur à 20 fois le SMIC, ils ont tourné autour du pot pendant 5 ans dans ce quinquennat. On va faire un exemple, dit Parizeau. On va faire une commission d'éthique, dit Gattaz. On va influer sur les patrons pour qu'ils ne se payent pas trop. Enfin, le patron d'Alstom, Laton, il a pris 4 millions avant de trahir sa boîte, son entreprise, son pays et les salariés qu'il avait derrière lui. On ne peut pas laisser continuer ça. Les deux Carlos, Tavares et Ghosn, 4 millions 3 et 7 millions 4, stop, pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, pas de rémunération supérieure à 20 fois le SMIC. Je suis en train de terminer, mais je sens que je vous dis presque le programme. Parce que la première fois, j'ai dit on va défendre les petits salaires et les petits retraites, il y a des gens qui m'ont regardé et m'ont dit c'est pas un programme. Mais si, c'est le cœur du programme. Les 60% des gens concernés, il y en a marre de parler pour l'élite, il y en a marre de parler pour ceux d'en haut, il y a même marre d'en faire partie. Il y a besoin de travailler comme les autres, il y a besoin de vivre comme les autres, il y a besoin d'aider tous les autres à s'en sortir. C'est ça le modèle des socialistes de Jaurès. Encore une fois, pas celui de Macron, pas celui de Valls, c'est pas celui d'Hollande. Il faut avoir le langage, la pratique, la vie, la lutte syndicale, le souci de l'unité de la gauche, le souci des luttes. Tiens, si on était les 4 candidats ensemble à la manifestation le 15 septembre prochain, si on fait un meeting commun pour abroger la loi El Khomri, c'est la loi la plus scélérate de l'histoire de la gauche.
Votons un bulletin commun contre la gauche de nous. Votons-le avec les autres de la gauche, dans l'unité. Et avant les avions, on va tous venir au primaire, on va choisir le meilleur ou la meilleure comme candidat. Et on va gagner en 2017. Merci Gérard.